commence à augmenter graduellement. Ah, c'est tout bon? Vas-y, vas-y, oui, j'avais complètement oublié d'appuyer Ouais. sur le bouton. Donc, on voit qu'il y a il y a une hormone là en marron qui commence à augmenter progressivement, d'accord? Donc ça, c'est les œstrogènes. Ces œstrogènes, elles augmentent progressivement jusqu'à atteindre là, par là, un certain pic, d'accord? Et ce pic d'œstrogène, il va venir déclencher un pic de LH, l'hormone lutéinisante, et ce pic de LH va venir déclencher l'ovulation, ok? Donc ça, c'est globalement ce qui se passe dans la première partie, hein, la phase folliculaire. Donc là, on a toute cette montée d'oestrogène qui est importante et qui va surtout déclencher l'ovulation. Donc déjà là, ici, on peut se rendre compte que bah, si on a un cycle qui se passe pas comme il faut, on va dire, où il n'y a pas la quantité d'hormones suffisante, donc les oestrogènes montent pas à leur pic, et ben on ne pourra pas déclencher le pic de LH et l'ovulation ne pourra pas se déclencher. Donc on comprend automatiquement que ce sera déjà l'ovulation qui sera retardée dans le temps si on a un cycle qui est irrégulier ou un cycle où on a carrément une absence de cycle. Ok? Donc après, on arrive à la phase de l'ovulation qui, au global, elle se situe à la moitié du cycle. Là, on est vers J14, vraiment pour un cycle schématique. Donc là, c'est la période vraiment fertile, où il y a une forte probabilité de tomber enceinte. Et donc là, après, on voit que les œstrogènes rechutent pour ensuite démarrer dans la deuxième grande phase physiologique, qui est la phase lutéale. Donc là, globalement, cette phase-là, elle sert à ce que tout se passe pour que la vie soit possible au sein de l'utérus. Donc globalement, il y a une hormone qui est faite pour ça, c'est l'hormone là orange qui était faible jusqu'alors, qui va, elle, se mettre à augmenter progressivement. Donc ça, c'est la progestérone. Donc elle augmente graduellement pour que justement toute la vie se fasse au sein de l'utérus. Seulement s'il n'y a pas fécondation et du coup il n'y a pas nidation, cette hormone, elle va finalement pas servir à grand-chose, hein. Et donc du coup, elle va forcément diminuer. Donc elle va chuter. Elle va entraîner avec elle aussi la chute des autres hormones. Ça va faire que du coup, l'endomètre, il va se désagréger. Donc l'endomètre va se mettre à saigner. Et c'est ça qui va déclencher du coup le prochain cycle avec les prochaines règles. Voilà, donc ça, globalement, c'est une cyclicité comme ça qui se fait tout au cours de la vie, hein. Donc, en moyenne, une femme, dans sa vie, elle aura entre 400 et 500 cycles. Voilà. On remarque en parallèle que avec la montée de la progestérone, on a aussi les œstrogènes qui remontent graduellement aussi en parallèle. Et l'hormone en vert, dont j'ai pas parlé encore jusqu'alors, c'est la testostérone. Donc la cyclicité de la testostérone, elle n'est pas encore bien connue aujourd'hui. On sait juste qu'elle est très fortement corrélée aux œstrogènes, qu'on peut voir d'ailleurs sur le schéma, hein. On voit que la montée des œstrogènes ici est corrélée à la montée de de la testo, quoi. Voilà. Donc je vais en parler après, mais globalement déjà, ça vous donne un petit aperçu de comment ça se passe dans un cycle, euh, dans un cycle où tout va bien. Voilà. Donc, on a pu un cycle, et ben, c'est bien un cycle, dans le sens où j'ai écrit ça parce que des fois, il y a même certaines patientes encore au cabinet qui disent, ah ben là, je suis dans mon cycle, je me sens pas très bien. En fait, on est constamment dans notre cycle. C'est juste que là, on est dans une phase du cycle qui fait que potentiellement, on peut avoir des symptômes, potentiellement, on peut être fatigué, on peut avoir des douleurs, des crampes, etc. Mais on est toujours dans notre cycle. C'est normal, on le sera tout le temps jusqu'à la ménopause, quoi. Donc globalement, là, selon vous, je sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros ou faire dans le chat quel est l'élément le plus important, sinon c'est pas grave. C'est que souvent je fais cette présentation en présentiel, donc c'est un petit peu plus simple d'interagir avec le public. Mais d'après ce que j'ai dit, si vous avez une idée de ce qui représente un petit peu la phase la plus importante dans le cycle menstruel, donc ce serait l'ovulation, d'accord? Dans le sens où, elle permet de savoir la durée des phases, parce qu'on a vu que si du coup on n'avait pas une hormone qui était assez élevée, l'ovulation n'arrivait pas. Donc ça permet de déterminer si le cycle régulier ou pas, et in fine, elle permet de déterminer aussi la bonne santé de la femme. Donc ça, vraiment, c'est un paramètre qui est très très important. Ensuite, on va voir un petit peu maintenant au niveau des hormones sexuelles. Donc, je vais présenter un petit peu les rôles de chacune, parce que c'est très, très important dans la suite après pour comprendre un petit peu mieux comment on adapte tout ça. Agathe, Donc, les oestrogènes, vous vous souvenez, hein, Agathe, juste, je pardon? t'interromps 2 minutes.
Il me semble que le carré qu'il y a devant, c'est toi qui le Oui. déplaces, donc c'est toi qui dois pouvoir le fermer. Va sur la petite croix. Ah, Ouais, la voilà. petite croix à Ça, droite, là. Voilà. ça, je peux l'enlever. Voilà, parfait. Ah, trop bien, j'avais peur de l'enlever. Ok, Voilà. désolée. Merci. Ok, bon, bah parfait. Désolée. Donc les oestrogènes, du coup, c'est les hormones qui augmentent dans la première moitié du cycle, dans la phase folliculaire. Donc elles ont plein de rôles. Elles sont, dans un premier temps, nécessaires pour la fertilité. Voilà. Elles permettent aussi le développement musculaire, donc elles vont activer les cellules satellites et puis elles vont inhiber le catabolisme protéique. Donc elles ont vraiment un intérêt dans les efforts de force, etc. Alors, il y a un vrai intérêt là-dedans. Elles favorisent aussi du coup la disponibilité du glucose et son stockage sous forme de glycogène, surtout dans les fibres musculaires de type 2. Donc là, on se rend compte aussi qu'il y a un réel intérêt dans les exercices de puissance, de force. Voilà. Et du coup, on a aussi cet effet un petit peu coupe-faim des œstrogènes parce qu'elles permettent le stockage du sucre. Donc du coup, on a moins de fringales, on a moins de coupe-faim. De coups de faim, pardon. Elles permettent aussi de prévenir les courbatures. Donc là, il y a un réel intérêt parce que forcément, on va pouvoir enchaîner des exercices intenses de façon rapprochée. Voilà. On pourra mieux faire d'intensité et mieux tolérer les efforts, on va dire, à durée rapprochée. Elles soutiennent aussi du coup la santé osseuse et vasculaire. Donc là, c'est un vrai rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires notamment. Elles permettent aussi de soutenir l'immunité, ce qui est très important. Et elles contribuent aussi tout ce qui est à la bonne humeur, la motivation, en agissant sur des neurotransmetteurs. Voilà. Donc finalement, ça a quand même pas mal de rôles et plutôt positif. La deuxième hormone qu'on a parlé, donc qui est présente plus dans la deuxième phase du cycle, c'est la progestérone. On va voir que la progestérone, elle a souvent des actions quand même antagonistes avec les oestrogènes et rarement sur les actions communes. Voilà. Un des premiers, c'est qu'elle a un effet neuroprotecteur. Donc, en athlétisme, c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment applicable, mais pour d'autres sports, par exemple des sports de combat, en boxe ou autre, on va dire que selon comment, dans quelle phase est fait un traumatisme crânien, derrière la récupération ne sera pas la même. Voilà. Donc, ça, juste que cette hormone, elle a un vrai effet là-dessus et que on va dire que la performance cognitive, elle ne change pas vraiment, mais c'est plutôt le moyen mental, c'est-à-dire le moyen pour arriver qui peut changer et qui est boosté par la progestérone. Elle a un vrai effet calmant antidépresseur, contrairement aux oestrogènes. Là, elle favorise le catabolisme protéique. Donc là, on a un effet opposé aux oestrogènes. Et dans la même idée, elle permet aussi l'oxydation des lipides. Donc là, on est plus sur des efforts d'endurance. Voilà, on est moins sur des efforts de force et de puissance, on est plus sur des efforts d'endurance. Encore une fois, du coup, à l'opposé des oestrogènes. Elle permet, enfin, elle, elle engendre aussi une augmentation de la température basale, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Alors tout ça, ça veut dire que globalement, pendant la phase lutéale, du coup, où la progestérone elle est élevée, le métabolisme de base, il sera élevé, déjà rien qu'au repos et même pendant l'effort. Donc ça veut dire que tout ça, ça va demander une dépense énergétique plus importante au corps. Et qui dit dépense énergétique plus importante dit du coup sensation de faim et besoin un petit peu plus calorique élevé pendant cette phase. Donc à l'inverse encore une fois des oestrogènes qui étaient plutôt à venir couper la faim parce qu'elle permet le stockage du sucre. Là, on a plutôt tendance à avoir peut-être un petit peu plus faim pendant la phase lutéale. C'est normal, c'est en partie grâce, on va dire, à ça. Et enfin, elle permet aussi de favoriser le sommeil ou la qualité de sommeil surtout et l'endormissement. Donc c'est vraiment une hormone qui appelle un petit peu plus à l'introspection, le calme, etc. J'espère que c'est clair pour tout le monde et que tout le monde m'entend bien. Pas trop, n'hésitez pas en tout cas. Enfin, on va parler de la testostérone. Donc là, c'est une hormone sexuelle qui est présente dans les deux sexes, sachant que les hommes ont 15 fois plus de testostérone que les femmes. Donc, elle favorise la performance, tout ce qui est prise de masse musculaire. Elle réduit la masse graisseuse. Elle permet d'augmenter tout ce qui est les paramètres liés à la performance, hein, donc la force, la puissance, l'endurance. Et elle contribue aussi à l'agressivité, à la compétitivité. Donc globalement, si vous faites un effort intense, hein, si vous faites une grosse séance de côte ou une grosse séance de muscu, quelque chose vraiment d'explosif, derrière vous allez avoir un pic de testostérone, quoi. Voilà. Donc globalement, ce qu'on sait aujourd'hui, même si encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas réellement les effets
enfin, la cyclicité de la testostérone au sein du cycle menstruel n'est pas encore réellement connue, mais on a déjà quelques informations là-dessus. Donc là, c'est un petit récap avec du coup, les différentes hormones qu'on a vues juste avant, avec les différentes couleurs. Donc en bleu, on voit que ce sont les œstrogènes, donc qui favorisent un petit peu l'énergie, la motivation, la puissance. Donc on voit bien qu'elles sont présentes en phase folliculaire où elles augmentent progressivement. En violet, on a la progestérone du coup qui vient augmenter progressivement et surtout qui a son maximum en phase lutéale. Et en vert, du coup, on a la testostérone qui est corrélée, comme on a vu tout à l'heure, avec la remontée des œstrogènes. Et en vert, du coup, on a la LH, donc qui permet l'ovulation après. Voilà le petit récap. Ensuite, du coup, on a vu que le cycle menstruel, c'était un vrai indicateur de santé et que justement, la régularité de ce cycle permet surtout la bonne santé de la femme. Donc, quand on dit régularité du cycle, globalement, on parle d'un cycle qui dure entre 21 et 30 jours. Au sein même de cet intervalle, il faut quand même qu'il n'y ait pas de trop grosses variations. Par exemple, si vous avez un cycle qui dure 21 jours et l'autre qui dure 35 jours, bah, c'est pas bon non plus. On a trop de variations. Donc, au sein de cet intervalle, on accorde, on va dire, entre 4 à 6 jours de battement. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait 4 à 6 jours pour qu'on soit quand même dans quelque chose de régulier sur le long cours. Justement, parce que ça peut avoir des conséquences d'avoir un cycle menstruel irrégulier. Donc ça, c'est des infos, moi, que j'ai eu en formation qui m'ont choquée. Ouais, la première fois, quand j'étais choquée quand j'ai entendu ça. Alors après, c'est juste à titre informatif pour juste vous vous rendiez compte que ça a des vraies conséquences derrière sur la santé, quoi. Donc des conséquences d'un cycle menstruel du coup irrégulier, mais on va dire constamment irrégulier hein, sur le long temps. C'est pas si vous avez un cycle irrégulier une à deux fois comme ça, qu'après ça se remet dans l'ordre, bah c'est moins grave. Mais dans l'idée, c'est que ça peut quand même augmenter un risque de décès par maladie cardiovasculaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, notamment les œstrogènes, elles permettent de soutenir la santé vasculaire, osseuse, l'immunité, etc. Donc forcément, si on n'a plus ces œstrogènes qui permettent ça, bah, derrière, on a un risque accru de développer des maladies de ce type. Dans la même idée, sur la prise de pilules très jeune, hein, donc chez les 14 à 17 ans, il y a des études qui montrent que voilà, le risque de décès par cancer est augmenté. Alors après, hein, voilà, encore une fois, la balance bénéfice-risque, il faut pondérer ces slides, mais c'est juste pour voilà, choquer un peu et montrer que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. On termine juste cette partie sur le cycle menstruel avec un petit point sur la contraception et du coup les différents types de cycles. Donc, il y en a trois. Le premier, c'est le cycle menstruel naturel. Comme on a vu sur le schéma juste avant, avec les fluctuations hormonales, d'accord? Donc ça, c'est un cycle où il n'y a pas de contraceptif, il n'y a pas de contraception hormonale. On inclut quand même dedans le stérilet de cuivre et les règles qui sont régulières sous stérilet hormonal. Voilà. Après, on a une deuxième partie, en deux cycles différents, le cycle hormonal, où là, du coup, on est sous contraceptif hormonal, et souvent, c'est des pilules combinées, donc, par exemple, celle œstroprogestative, avec du coup la phase de pause. On a la phase on, avec du coup les comprimés qui agissent microdosés avec les hormones, et puis après la phase off, où du coup, on a souvent, des comprimés placebo, juste ou pendant les règles, du coup, qui, on va dire, n'ont pas d'effet sur le corps. Et enfin, on a un troisième cas hein, où on a une absence de cycle. Donc, soit il y a une prise de contraceptifs, donc notamment des pilules continues, des implants, des patchs, où là, du coup, on n'a pas de fluctuation d'hormones, on n'a pas d'ovulation, on n'a rien qui peut nous permettre de juger le cycle, donc il faut aller voir après d'autres paramètres. Et sinon, il y a une absence de cycle, mais là, sans contraception, et là, du coup, on tombe dans du cycle qu'on va aborder juste maintenant. Donc, globalement, les troubles du cycle, il y a trois grosses catégories dans le sport de haut niveau. Hein. Le premier, c'est l'oligoménorrhée. Donc ça, ce sont des cycles qui sont irréguliers, qui durent plus de 36 jours. Tout à l'heure, on a dit qu'un cycle régulier, ça allait jusqu'à 35. Donc, on va dire que plus de 36 jours, on est vraiment dans l'oligoménorrhée. Le deuxième, c'est l'aménorrhée secondaire. Donc ça se traduit par une absence de règles pendant 3 mois consécutifs ou 4 menstruations par an. Mais au global, déjà, si une femme n'a pas ses règles pendant 3 mois consécutifs alors qu'elle les avait avant, on est dans de l'aménorrhée secondaire. Ou une femme qui a ses règles 4 fois par an et alors qu'elle les avait avant de façon régulière, on est aussi dans l'aménorrhée secondaire.
Donc là, déjà, ces deux troubles du cycle, et ben, on est vraiment en train de tomber dans une carence en oestrogène. Et donc, du coup, derrière, ça a des vraies répercussions sur la santé osseuse, sur la santé vasculaire. Et on verra encore plus ça après en détail. Le troisième trouble du cycle, du coup, c'est une autre sorte d'aménorrhée, c'est l'aménorrhée primaire. Donc là, ça veut dire qu'on a un retard pour les premières règles. Donc c'est souvent chez les jeunes filles qui n'ont pas leurs règles après 15 ans, voire même 16 ans ou 17 ans, hein, mais arrivées à 15 ans, bah, elles n'ont jamais eu leurs règles. Donc là, on est dans un phénomène d'aménorrhée primaire, ce qu'on appelle. Et là, pareil, du coup, on a des problèmes au niveau de la formation du capital osseux, parce que forcément, du coup, les oestrogènes n'auront pas permis de commencer à la construction du capital osseux. Donc, on a potentiellement une fragilité osseuse qui va se mettre en place plus jeune. Et par contre, après, derrière, c'est vrai que c'est compliqué pour rétablir tout ça à peu près dans les... Voilà. On va faire un point maintenant sur le Rett syndrome, donc du coup, qui est un trouble du cycle, mais qui se trouve aussi dans le sport et qui, du coup, on va dire, découle un petit peu de ce que j'ai dit juste avant via l'aménorrhée. Et je vais juste vous faire un point sur la classification parce que avant, on parlait plutôt de la triade de la sportive. Je pense que ça parle à certains. Donc, la triade de la sportive, globalement, c'était trois entités différentes qui étaient intimement liées et qui sont liées. Hein. Ça reliait la santé osseuse avec la santé menstruelle de la femme. Donc, globalement, il y a trois entités. Il y a la quantité donc, d'énergie disponible, on a la densité osseuse et le cycle menstruel. Et de là, du coup, découler que si une femme elle a une énergie disponible qui est trop faible par rapport à ce qu'elle dépense au quotidien, et ben du coup, son corps il va se mettre un peu en mode économie d'énergie, il va se mettre en mode survie. Et du coup, il va privilégier un petit peu les fonctions vitales pour l'organisme. Sauf que la fonction de reproduction, c'est pas du tout quelque chose de vital. Donc du coup, le cycle menstruel, les règles, tout ça vont être coupés. Donc du coup, on n'aura plus du tout de variation hormonale, on n'aura plus les hormones sexuelles. Donc on va tomber potentiellement en aménorrhée ou pas. Donc le cycle menstruel, il va être touché. Et là, si on n'a plus du tout les hormones vasculaires, etc., derrière, on tombe dans de l'ostéoporose. Globalement, en fait, cette vision de la triade, elle est un petit peu réductrice dans le sens où ça classifie les désordres alimentaires. Donc là, on parle de troubles du comportement alimentaire parce que du coup, en fait, il y a un apport calorique qui est parce que globalement, on mange pas assez, du coup, on n'a pas assez d'énergie. Donc derrière, tout se met en pause. Donc on tombe en aménorrhée et en ostéoporose. Sauf que ça, aujourd'hui, on, on a changé un petit peu la vision et on passe plutôt sur quelque chose de un peu plus inclusif. Donc on parle aujourd'hui de Rett syndrome, hein, donc c'est le déficit énergétique qui est chronique, mais surtout qui est relatif dans le sport. Et donc là, du coup, comme vous voyez, on a plus un continuum. Donc, les quantités, c'est toujours les mêmes au global. On a toujours cette quantité d'énergie disponible, la santé osseuse et le cycle menstruel. Par contre, on voit bien ici que voilà, dans l'énergie disponible, on a avec ou sans trouble du comportement alimentaire. Pareil au niveau du cycle. On peut avoir une aménorrhée, mais on peut aussi avoir des cycles juste un petit peu plus irréguliers. Et comme au niveau de la santé osseuse, là, on est dans le côté, entre guillemets, dramatique de l'ostéoporose. Mais voilà, on voit qu'on a un vrai continuum de, par exemple, la santé osseuse, très bonne santé osseuse de l'athlète, jusqu'à vraiment l'ostéoporose. Bon, c'est juste de la classification, hein, on va dire que c'est pas grave si vous retenez pas ça, mais dans l'idée, on a vraiment quelque chose qui peut se faire varier. Et puis derrière, on va comprendre rétablir. Donc, globalement, les causes de stress syndrome, c'est surtout un déséquilibre. Comme vous l'avez compris déjà, on a du coup des apports qui sont pas assez suffisants par rapport aux dépenses de l'organisme. Donc, du coup, ça engendre un manque d'énergie, hein. Et donc, du coup, les fonctions, on va dire, vitales de l'organisme, elles sont encore une fois mises en mode économie d'énergie, hein. C'est comme si votre téléphone, il privilégiait que la fonction appel urgence, etc. Tout le reste, il s'en fichait. Et tout le reste, en gros, c'est un des premiers qui empathie pour ça, c'est le cycle menstruel. Et donc, derrière, du coup, on a encore une fois, les hormones, les oestrogènes qui sont du coup plus actives. Donc, tout ce qui a trait autour du cycle menstruel est altéré. Et in fine, du coup, les oestrogènes, la densité minérale osseuse est altérée aussi parce que les oestrogènes permettent de soutenir ça. Donc, c'est une espèce de
Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que du coup, les troubles du cycle sont déjà un signe de faible disponibilité énergétique. Voilà. Donc ça, c'est un vrai signe à repérer. C'est qu'une athlète qui a des cycles irréguliers ou qui en a amélioré, bah, ça veut dire qu'il y a déjà une disponibilité, enfin une faible disponibilité énergétique. Donc ça peut permettre déjà d'accélérer un petit peu le processus. Donc ça, bah, vous devez déjà anticiper hein, et vous rendre compte qu'il y a plein de conséquences à aller voir maintenant. Au global, elles sont affichées ici. Il y en a encore d'autres. Hein, toutes les conséquences métaboliques, je ne les ai pas inscrites, mais globalement, il y a plein de conséquences. Là, on reste un petit peu plus sur ce qui touche vraiment au côté sportif, à l'entraînement. Donc, une diminution, par exemple, de la récupération, la performance cognitive, de tout ce qui est la motivation, la force, l'endurance, la puissance, et aussi de la réponse à l'entraînement et du jour on va dire, il y a un nombre de jours à l'entraînement qui sont diminués aussi. Les athlètes, ils ont plus tendance à manquer l'entraînement. Et puis en plus, bah, il y a un risque de fracture de fatigue qui est quand même augmenté de 5. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. On a une fatigue chronique qui s'installe aussi. Puis du coup, bah, derrière, comme on l'a dit, hein, la densité osseuse et la résistance mécanique qui sont plus faibles. C'est pas forcément, par contre, associé à un IMC qui est faible. Parce que, par exemple, un cycliste qui fait, ou une cycliste qui fait bah, beaucoup de vélo, même si elle mange énormément, bah, peut-être qu'elle mange pas encore suffisamment par rapport au nombre de milliers de calories qu'elle brûle sur la journée en s'entraînant. Donc, c'est pas, et puis elle peut avoir un IMC qui est aussi dans les normes sans que ce soit, on va dire ça. Et je mets juste un petit point sur le fait de toucher les hommes. Par contre, pour entraver la testostérone, il faut plus de temps. Donc, ça met plus de temps, on va dire, cliniquement à se manifester. Mais globalement, ça se manifeste par une fatigue chronique, des difficultés de récupération, puis après, bah, troubles érectiles, baisse de la libido, etc. Agathe, j'ai juste Ensuite, on va parler... Oui, ouais, c'est un petit peu décalé peut-être le son. Juste, du coup, j'avais une question par rapport aux jeunes qui n'ont jamais eu encore leurs règles, donc les minimes, les cadettes. ouais. À quel moment on doit commencer à s'inquiéter quand il y a pas les règles? Enfin, est-ce qu'il y a des indicateurs autres qui peuvent signifier qu'une fille devrait être réglée ou pas? L'âge, du coup, la première chose, c'est vrai qu'à partir de 15 ans, si on voit qu'il y a rien, si, par exemple, il y a des blessures un petit peu plus fréquentes, il faut voir aussi au niveau alimentation si tout va bien. Enfin, déjà, les blessures et l'alimentation, ça indique pas mal. Et puis après, franchement, enfin, je vais en parler après, mais il vaut mieux, on va dire, consulter si elle a 15 ans et 3 mois qu'elle a pas ses règles et que bah finalement tout va bien et qu'elle les a un mois après que attendre trop, quoi. Ouais, ouais, ok. Voilà. Mais Sinon, les oui. blessures, déjà, tu vois, une fracture de fatigue ou bah Mm. ça faut que ça mette la puce à l'oreille, quoi. Bah, la fracture de fatigue, c'est déjà bien avancé, on va dire. Que le Ah ouais, c'est concept, ça. il est déjà bien Bah, avancé. ouais, mais malheureusement, ça a pas l'air de. Enfin, je sais pas si tous les entraîneurs le prennent en compte comme ça, quoi. Mm. Voilà. Sinon, techniquement, tu peux masquer en fait encore le petit mot, le petit Ah, pardon. bandeau que tu as Ah là. ouais. Ouais, voilà, Voilà. parfait. Bah ouais, je fais pas gaffe, je suis désolée, vraiment, c'est une catastrophe. Non, non, mais t'inquiète pas, on a tout bien vu. Pas de souci. Bon. J'espère que tout le monde m'entend, Alors, que je parle pas trop vite. il y avait une question dans le chat. Est-ce que l'aménorrhée est forcément due à un déficit énergétique ou est-ce que ça peut être uniquement dû à une intensité trop élevée, trop fréquente? Enfin, du coup, euh, c'est une question de Marie Perrier. Alors, j'ai pas entendu. Est-ce que l'aménorrhée, c'est forcément dû à un déficit Ah, énergétique? Ou est-ce que ok. c'est Oui. l'intensité trop élevée, trop fréquente, enfin, un entraînement, j'imagine, trop important qui peut Ouais. conduire à l'aménorrhée sans qu'il y ait de déficit énergétique? Ben, en fait, si, parce que s'il y a aménorrhée, c'est que quelque part, il y a un déséquilibre, en fait. C'est surtout le déséquilibre. Donc, c'est-à-dire que, bah, il, on va dire que il faut pas jeter la pierre à la quantité d'activité physique. Enfin, toute femme, elle a le droit de s'entraîner beaucoup, elle a le droit de faire beaucoup d'entraînements très intenses, etc. À condition que ce soit quand même, on va dire, calculé de façon cohérente. Par contre, si derrière, bah, effectivement,
il n'y a pas les apports suffisants pour que le corps il se régénère et donc du coup bah que toutes les hormones elles se maintiennent au niveau stable, bah là du coup on peut entrer dans une aménorrhée ou dans des troubles du cycle. Je sais pas si je réponds à la question, Mm. mais globalement c'est pas c'est un équilibre entre les deux en fait qui fait que tout va bien. Mais en fait pour prendre un exemple par exemple si on prend l'IMC, et ben si on a un IMC qui est très faible du coup, ben on a ce tissu graisseux qui est pas présent, et c'est ce tissu graisseux aussi qui permet que les hormones elles fonctionnent bien et que du coup tout se passe bien. Donc pareil, ça peut être en lien aussi avec l'apport, mais globalement c'est sûr que c'est un lien entre les deux et que faut que ce soit équilibré pour que justement tout fonctionne bien quoi. Ok. Je sais pas si j'ai Euh, répondu à la question. ouais, je pense que de toute façon, oui, tu as répondu dans le sens où c'est un peu lié, enfin, les paramètres sont Bah liés. ouais, c'est ça. Voilà. Et il y avait quand même quelques questions avant que tu enchaînes. Est-ce que donc ce que Alors, tu as présenté dans les types de cycles, est-ce que les courbes sont les mêmes à tous les âges? Enfin, cette courbe, est-ce elle est commune à l'adolescente et attends, à la je vais personne? revenir. Ah, ça. Voilà, Je suppose que c'est ça. Ouais. oui. Mm. Alors ça, on va dire que c'est commun. euh, J'en reparlerai après. Pour les cycles menstruels, mais naturels. Du coup, pour ce cycle-là, là. Mhm. Pas de contraception, enfin, où il n'y a pas de contraception, quoi. En gros. Pour le cycle hormonal, en fait, vu que c'est des hormones endogènes et que c'est des hormones externes, on n'aura pas du tout la même cyclicité et ce sera montré sur des schémas derrière. On n'aura pas du tout les mêmes variations hormonales. Ce sera beaucoup moindre, mais les hormones naturelles, elles feront leur effet que pendant la phase placebo. Mais je le remontrerai sur un schéma après. Et après, bah, il faut savoir que chaque femme, enfin, chaque cycle est différent, mais globalement, oui, si on a un cycle menstruel naturel, on doit s'attendre à avoir quelque chose qui se passe comme ça. Encore une fois, ça c'est schématisé et ça peut varier au cours de la vie, mais c'est un ordre d'idée, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Et il y avait deux autres questions, mais C'est je vais juste- les garder sous le Ouais, coude pour tout à l'heure parce que je pense que tu vas y répondre au fil de ton exposé. ok. Moi, je vois pas les questions, en fait. Elles sont dans le chat, dans Converser pour toi. Ok. Voilà, il y avait une Bon, bah, au question sur la pire, femme en tu me diras s'il y a des... périménopause et puis une question sur les intensités des cycles d'entraînement en fonction des cycles, mais justement, ça va être, je pense, l'objet Ouais, de ça ta sera... partie On en après. verra. Ouais. Ouais, on verra après. Ok, ça marche. Tac, tac, tac. Je continue, du coup? Oui, Ouais, ok. oui, oui. Donc maintenant, on va voir les symptômes menstruels. Donc on se rapproche un petit peu de comment gérer tout ça à l'entraînement. Et puis je pense que vous aurez pas mal de réponses à vos questions dans ce qui va arriver. Donc déjà, bah, pour débuter, hein, toutes les femmes, donc 100% des femmes sportives, elles ressentent un impact négatif de leur cycle menstruel sur leur performance. Donc raison de plus encore pour essayer d'adapter au mieux tout ça à l'entraînement et ensuite en compétition. Ça concerne surtout les femmes qui ont un cycle naturel, donc, ce que je disais tout à l'heure, là, par rapport au schéma, c'est avec les hormones, bah, les schémas qu'on a vus jusqu'alors, c'est ça, c'est un cycle menstruel qui est naturel, donc qui est pas, enfin, qui est pas, on va dire, sous contraceptif hormonal. Et ça concerne surtout les phases de menstruation, donc les phases, surtout la phase prémenstruelle et la phase menstruelle. Là, on a souvent des symptômes plus importants. Donc là, c'est un petit tableau qui synthétise un petit peu globalement les symptômes les plus fréquemment ressentis au cours d'un cycle naturel, au cours d'un cycle hormonal. La colonne rouge, c'est surtout la période de règles, en gros. Je vais pas tout vous détailler, je vous fais juste un petit point sur globalement là le cercle rouge ici, où c'est, on va dire, ce qui impacte le plus l'entraînement, d'accord? Parce que bah quand on a des saignements abondants, on a automatiquement une perte de fer et une perte de ferritine. On peut rentrer en anémie ferriprive et là, du coup, on a un risque de, enfin, on a une fatigue qui est vraiment augmentée. Et donc, ces deux paramètres-là, ils sont vraiment à prendre en compte dans l'entraînement parce que bah,
Là, si on a une athlète et qu'on lui fait faire des séances très, très intenses avec des symptômes comme ceci, on a un risque de blessure qui est vraiment accru, qui est vraiment augmenté. D'accord? En plus de ça, si, imaginons, vous êtes en stage en altitude ou, voilà, et que, votre athlète, elle a des saignements abondants, elle est très, très fatiguée, vous avez pris une séance très, très intense, en plus vous êtes en altitude, on va dire que c'est un cocktail qui fonctionne finalement pas très bien parce qu'on augmente encore plus le risque de blessure. Donc finalement, on peut passer d'un entraînement qui, sur papier, paraît très productif à quelque chose qui peut être vraiment contre-productif et du coup même augmenter le risque de blessure par la suite. Donc encore une fois, ça on verra comment le prendre en compte, mais c'est juste à titre informatif. Et c'est vrai que moi, en voyant ce tableau, je me suis demandé, enfin, finalement, comment on sait si les symptômes ils sont normaux ou pas, comment doser. Et donc du coup, globalement, il en est ressorti que sur un cycle naturel en incluant le stérilet, c'était entre guillemets normal d'avoir jusqu'à 3 jours de symptômes, pardon, par cycle. Donc, on compte en moyenne un cycle de 30 jours, ou sinon d'avoir 5 symptômes au total par cycle. Ça, c'est ce qui est considéré dans les normes, encore une fois. Et pour le cycle hormonal, on considère que c'est, entre guillemets, normal d'avoir jusqu'à 2 symptômes par plaquette. Donc là, une plaquette, du coup, c'est 28 jours. Voilà. Donc pareil, il y a des symptômes, s'il y a au-delà, enfin, pareil, hein, sur un cycle hormonal, normalement, on ne doit pas avoir énormément de symptômes, hein. Donc s'il y a une athlète qui a beaucoup de symptômes et par exemple des règles très très douloureuses sous une pilule, c'est peut-être que le moyen de contraception ne lui convient pas forcément. Donc là, il faudrait réorienter vers un médecin spécialisé, par exemple. Donc après, finalement, on rentre un petit peu dans le vif du sujet sur comment gérer hein, tous ces symptômes menstruels, donc notamment les douleurs de règles à l'entraînement ou même pas hein, au quotidien. Donc, il y a plusieurs techniques, notamment il y a le tape. Donc, je vous montrerai après, j'ai une slide qui montre comment poser le tape, donc je vous expliquerai ça juste après. Tout ce qui est exercice de yoga, pilates, exercice de relaxation et surtout qui associe la respiration, ça marche très bien. Voilà, pour essayer de soulager les douleurs. Tout ce qui est mobilisation et étirement de la région du bassin marche très bien aussi. Les exercices, donc là, on va dire qu'on voit un petit peu en avance, mais les exercices d'endurance, d'intensité, enfin surtout légère à modérée, donc vraiment des choses très douces, ça peut fonctionner aussi, hein. C'est pas recommandé de faire l'intensité. Tout ce qui est massage, l'automassage de la zone abdominale peut faire du bien aussi. La poche, bon, la bouillotte de chaud, ça c'est le classique que normalement à peu près tout le monde connaît. Et apparemment, même avant l'apparition des douleurs, de faire un bain froid. Bon, ça, j'ai jamais essayé, j'ai pas de retour là-dessus, mais apparemment, ça marcherait pas mal. Donc, je montre un petit peu comment poser le tape. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre cette bande-là, là, la bande verticale. Donc, je sais pas si tout le monde voit le kinésiotape, c'est des bandes de, je sais pas si j'en ai, non, j'en ai pas moi. Mais c'est les bandes de couleur, enfin, je pense que vous voyez ce que c'est. Donc, dans la bande, déjà, il y a 10% de tension hein, dans le blister. Donc là, celle-là, vous allez la mettre à peu près à 20% de tension. Donc, vous partez globalement de la zone pubienne, hein, un petit peu au-dessus, et vous mettez dans ce sens-là et vous collez, donc, soit au niveau du nombril, ou soit vous pouvez même carrément monter sous la poitrine, quoi. Donc là, vous mettez 20% de tension, donc un petit peu de tension, mais pas trop. Après, la deuxième bande va être partir des deux os du bassin qui ressortent un petit peu. Et là, par contre, vous mettez 100% de tension. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une tension maximale pour que ça fasse un effet un petit peu décongeler la zone, on va dire, suspelvienne, hein, au niveau de vraiment la zone du ventre pour essayer de venir décongestionner un peu tout ça. Et enfin, la troisième bande qui peut se mettre, donc là, c'est sur le dos, au niveau des bases sacrées, hein, donc juste au-dessus du début des fesses. Donc ça sert pour la normalisation neurovégétative, mais elle n'est pas obligatoire, mais ça peut bien. Bon, ça, pareil, hein, on va dire que c'est individuel. Chez certaines, ça marche, chez certaines, d'autres, ça ne marche pas. Il faut essayer, mais enfin, pour un jour de compétition, par exemple, ça peut être pas mal. Donc après, finalement, comment gérer tout ça et pouvoir être présente à l'entraînement. Donc dans un premier temps, il faut quand même discuter, donc échanger, partager avec le coach, pas hésiter à ce que les athlètes discutent entre elles aussi de leurs ressentis, etc. On en discutera par la suite, hein. Observer les réponses à l'entraînement. Donc, par exemple, si on voit qu'on est fatigué, mais qu'on est toujours fatigué dans la même phase du cycle, là, on bascule dans le symptôme menstruel.
Par contre, si on est fatigué tout le temps et qu'on ne voit pas de lien avec le cycle, eh ben, c'est que c'est pas un symptôme menstruel. Voilà, c'est déjà apprendre à observer tout ça. On verra par la suite, mais c'est un vrai premier travail pour que derrière on puisse mettre en place des choses à l'entraînement. C'est important aussi de surveiller les symptômes, d'accord? Donc, si on a des douleurs qui sont trop importantes et notamment des douleurs qui excèdent le 6 sur 10 sur une échelle de 0 à 10, là, on considère que c'est pas normal. Donc, encore une fois, faut pas hésiter à réorienter vers un professionnel de santé, parce qu'il peut y avoir d'autres pathologies sous-jacentes, hein, notamment l'endométriose ou même d'autres troubles du cycle derrière. Et enfin, si on a des douleurs à l'entraînement, encore une fois, c'est plus recommandé d'augmenter le volume et de diminuer l'intensité. Je fais un petit point rapide sur l'endométriose. Je vais pas faire un point sur toutes les pathologies du cycle parce que ça prendrait trop de temps. C'est juste pour que tout le monde se rende compte que ça touche quand même une femme sur 10 en France, donc c'est quand même pas négligeable, voire même plus. Et que globalement, il y a une errance médicale. Donc en moyenne, une femme, elle met 7 ans à se faire diagnostiquer d'endométriose. Globalement, l'endométriose, ça se traduit comme c'est la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine. Et donc ce tissu-là, il va être soumis aux variations hormonales au cours des différents cycles, et c'est ça qui va provoquer les douleurs, notamment lors des règles. Souvent, il y a des cellules du coup de l'endométriose qui peuvent migrer, donc elles peuvent migrer à peu près partout dans le corps, hein, au niveau des intestins, au niveau du diaphragme, au niveau du urétère, au niveau même de l'œil, hein. Des fois, pendant les règles, il y a des femmes qui peuvent saigner de l'œil parce qu'il y a des cellules qui ont migré jusqu'à l'œil. Voilà, au niveau des poumons, enfin bref, ça peut migrer partout. Et aujourd'hui, le diagnostic, il prône beaucoup plus les symptômes et la douleur que les imageries, notamment l'IRM. D'ailleurs, l'IRM pourrait même apparemment aggraver les lésions endométriales. Donc, c'est pondéré, enfin, on va dire que ça se tempère là-dessus. On sait par contre que l'activité physique a des réels bienfaits sur ça parce que en faisant de l'activité physique, en faisant du mouvement, on vient fluidifier le sang et du coup, on vient diminuer les douleurs liées à l'endométriose. Par contre, ça veut dire que si on fait de l'activité physique et qu'on arrive un petit peu à gérer tout ça, à diminuer les douleurs, bah, potentiellement, on vient retarder le diagnostic médical. Donc, bon, c'est pour ça que c'est compliqué aussi aujourd'hui. Et bah, aujourd'hui, hein, le traitement qui fonctionnerait le mieux, ce serait de couper la fonction ovarienne via un stérilet, enfin une pilule continue ou un stérilet. Voilà là-dessus, on va passer à la dernière partie, qui est à mon avis la plus intéressante pour vous tous, c'est comment adapter l'entraînement à tout ça. J'espère que c'est clair jusqu'alors. Très Donc clair, Agathe, globalement, merci. ouais, ça va. Globalement, l'idée, c'est de se dire que le cycle, faudrait pas le subir. C'est vraiment quelque chose en plus et que bah c'est pas une fatalité du tout et qu'on peut vraiment s'en servir pour potentialiser les entraînements, potentialiser les résultats en compétition et que c'est vraiment un atout, hein, d'accord? Donc l'idée c'est pas de le subir, mais c'est plutôt de se dire qu'on peut en tirer profit et que c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de progresser et de bien se sentir aussi dans son corps. Donc globalement, quand on parle d'adapter l'entraînement, il y a vraiment la notion de charge qui rentre en compte, hein. Et souvent, la question se pose de bah, si on adapte la charge, est-ce qu'on doit forcément la réduire? Bah, bon, là, vous l'aurez deviné, la réponse est non, hein. L'idée, c'est de vraiment adapter et de mieux répartir la charge au sein même du cycle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il faut comprendre. Pour ça, bah, pour jouer sur la charge d'entraînement, on a deux leviers principaux. Le premier, c'est le volume. Donc le volume, globalement, c'est, encore une fois, ce que je vous dis, c'est des recommandations et il faut adapter à chaque femme, etc., hein, mais on en parlera juste après. Mais dans l'idée, le volume, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant toutes les phases du cycle. Globalement, ça poserait pas trop de soucis. Et le deuxième levier, c'est l'intensité. Où là, l'intensité, bah, c'est plus recommandé de le faire pendant la phase où les oestrogènes sont, on va dire, au taquet, hein. Donc, de la menstruation ou juste après la menstruation jusqu'à l'ovulation ou la phase juste post-ovulatoire. Donc ça, on va en reparler par la suite sur comment le comprendre et l'intégrer. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que pour le coup, une augmentation de la charge d'entraînement, elle semble impacter la régularité des cycles. Donc c'est-à-dire que si vous avez un cycle menstruel naturel, hein, et que vous êtes vraiment régulière où le cycle il fait 30 jours tout le temps, et qu'au bout d'un moment, bah, le cycle il se met à faire 28 jours, puis 33, puis 27, puis déjà cette petite irrégularité,
et ben c'est à prendre en compte et c'est pas à nier parce que ça c'est déjà un petit peu les prémices que on est peut-être un peu en train d'augmenter la charge d'entraînement de façon trop brusque. Donc c'est un point vraiment sur le risque de surcharge. Voilà. Donc c'est vraiment de l'observation, hein, et puis vraiment du coup on va dire de la communication entre athlète et coach, mais finalement c'est vraiment un vrai levier et un vrai atout pour optimiser tout ça. Donc globalement, concrètement, comment on procède pour tout ça? Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de sensibiliser les athlètes. Donc j'ai mis une petite astérix parce qu'on va en revenir juste après. Une fois que les athlètes sont sensibilisés, l'idée, c'est que chaque athlète, elle va devoir identifier du coup les ressentis par phase. Donc là, il y a vraiment une phase que je vous disais d'observation, hein, et c'est une vraie phase où du coup l'athlète doit être autonome sur ça. Donc il y a quand même des petites aides, hein. Soit on prend un calendrier mensuel classique à la main, ou sinon maintenant il y a des applis qui marchent pas mal, que ce soit Clue, Flow ou Garmin. Personnellement, moi j'ai Flow, je trouve que c'est très bien. Il y a beaucoup d'informations dessus, c'est très très intéressant. Et pour le coup, on peut rentrer le jour de ses règles, on peut rentrer ses symptômes et on peut avoir un vrai suivi et du coup commencer à voir un petit peu dans quelle phase j'ai quels symptômes, etc. Une fois que l'athlète il a commencé à identifier un petit peu tout ça, c'est la phase vraiment où on transmet à l'entraîneur, hein, et vraiment une phase d'échange où là on déclare son état de forme ou plus ou moins ses ressentis, ses symptômes à l'entraînement. Et là, du RPE, c'est important parce qu'en fait, ce RPE, donc finalement, le ressenti subjectif, il est très très fortement corrélé aux phases du cycle. Donc finalement, en fait, vous, coach, quand votre athlète il arrive à l'entraînement, la simple question de dire comment tu te sens aujourd'hui, finalement, ça peut déjà permettre de déterminer à peu près dans quelle phase du cycle votre athlète elle se trouve. Donc c'est mine de rien intéressant de le savoir. Enfin, après, bon, c'est, on va dire, optionnel, hein, c'est de confronter du coup différentes données à l'entraînement, hein, donc faire des tests, une VMA ou des tests physiques, mais je rentre pas dans les détails hein, au cours des différentes phases du cycle pour voir s'il y a des différences ou pas, mais c'est vraiment pas obligatoire. On va dire que vraiment les deux phases, c'est celle-ci, quoi. C'est vraiment les athlètes qui observent et puis après, vraiment la grosse partie de communication et du coup de déclaration de l'état de forme et des ressentis à l'entraînement pour pouvoir adapter tout ça. Voilà. Je reviens juste sur du coup comment sensibiliser les athlètes. Donc on voit que je crois que bon, tant pis. Donc on voit déjà que dans un premier temps, du coup c'est un paramètre de la performance et de risque de blessure aussi, donc à prendre en compte encore plus. C'est un vrai moyen de surveillance et d'optimisation des séances que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut permettre de potentialiser tout ça. Et encore une fois, l'athlète est libre ou non de partager ses informations. Voilà. Renseigner les athlètes, donc faire de la prévention primaire là-dessus. Donc tout ce qui est cycle irrégulier ou absence de cycle, il y a un vrai risque de blessure. Donc tout ça, c'est vraiment, ça doit flasher, quoi, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Des règles trop abordantes aussi, du coup, on a un risque d'anémie et donc de fatigue après. Trop de symptômes et surtout trop de douleurs. Ça, globalement, ce sont des choses où il faut avoir une prise en charge médicale. Ça doit vraiment flasher et il faut renvoyer. Donc, vers un professionnel, donc gynéco spécialisé ou un médecin. Voilà, il faut vraiment une prise en charge médicale. Après, la prise d'analgésique et d'anti-inflammatoire, ça peut interférer avec les séances de renforcement musculaire. Et aussi, du coup, les pilules, pour le coup, vu que c'est pas des vraies menstruations, ça peut cacher un petit peu on va dire, le risque de Rett syndrome, quoi. Donc là, il faut vraiment faire attention là-dessus. Donc, le but de tout ça, c'est d'identifier la fenêtre optimale. Donc là, on est sur un cycle naturel. Et la fenêtre optimale, c'est la fenêtre qu'on voit ici en vert, hein, d'accord? Donc c'est pas, j'ai bien mis fenêtre en rouge parce que c'est pas un jour précis, mais c'est une fenêtre parce qu'on est vraiment sur un continuum physiologique et on est sur une variation hormonale qui varie au cours des différents cycles, hein, au cours de chaque. Enfin, et donc du coup, même chaque femme peut avoir des ressentis différents au sein de différents cycles. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est vraiment une fenêtre. Donc ça, c'est la fenêtre optimale, on va dire, qui est entre guillemets recommandée, mais encore une fois, ça dépend de chaque femme. Donc là, on voit bien que c'est un cycle naturel avec du coup les variations d'hormones. Comme je disais tout à l'heure, là, on passe sur un cycle hormonal où du coup, avec une pilule, et on a du coup des hormones qui varient beaucoup moins, hein, qui sont microdosées en plus. Mais dans l'idée, on peut aussi avoir une phase où globalement, l'athlète se sent mieux sur la première moitié du cycle, hein. Sur la phase folliculaire, globalement, c'est là où on peut plus faire d'intensité parce qu'on est aussi dans la
phase où les oestrogènes sont les plus élevés, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça avant, c'est parce que on retrouve un petit peu tout ça. Je fais juste un petit point du coup par rapport à la question tout à l'heure, je crois. Donc là, dans la phase de pause, quand on a une pilule ici, c'est pas écrit sur le schéma, mais en fait, cette phase-là, elle est importante, la phase de règle, parce que c'est à ce moment-là que les hormones endogènes, donc les hormones naturelles, elles vont quand même fluctuer un petit peu. C'est là qu'elles vont avoir leur effet. Donc c'est pour ça que si on enchaîne plusieurs plaquettes de pilules pour essayer de couper les règles, eh ben, justement, on n'aura plus les hormones endogènes qui s'activent, alors que c'est le seul mouvement où elles peuvent un petit peu s'activer. Donc c'est pas forcément recommandé. Après, du coup, globalement, le but d'identifier les deux fenêtres, c'est que derrière, on va pouvoir adapter les entraînements. Donc là, cette phase en verte, du coup, c'est vraiment la fenêtre optimale. Là, on peut faire des entraînements intenses. Donc l'idée, c'est d'augmenter les séances, que ce soit des séances en nombre, en durée, en intensité, et de favoriser du coup des séances vraiment intenses. Donc là, c'est un type d'exemple, hein, mais de vraiment favoriser tout ce qui est fractionné, intervalle, les séances de seuil, de VMA, enfin, ce que vous voulez, quoi, des choses intenses. À l'inverse, du coup, dans la fenêtre de récup, hein, dans la fenêtre de récupération qui est en orange ici, l'idée là, ce serait plus de diminuer l'intensité des séances et d'augmenter le temps de récup, voire même les volumes de séances. Donc là, on est plus sur des choses vraiment à très moindre intensité et on bascule plus sur l'endurance fondamentale ou vraiment des choses, par exemple, à poids de corps, etc. Je vais vous montrer, je vais le répéter ça plusieurs fois, hein, je vais vous montrer par la suite comment on peut l'adapter. Tout ça, ça apporte, je trouve, à se poser la question sur pourquoi pas faire un cycle d'entraînement, la durée d'un cycle d'entraînement égale à la durée d'un cycle menstruel finalement. Au lieu de se baser sur un modèle un peu plus, on va dire, connu que moi quand je m'entraînais, c'était souvent ça, un cycle de 3 semaines ou 6 semaines qui est surtout basé sur les hommes, hein. Pourquoi pas passer sur un cycle d'environ 4 semaines ou du moins de se calquer sur la durée d'un cycle menstruel à condition qu'il soit régulier et ovulatoire de l'athlète et de se dire tous les cycles on, on cale les séances comme ça. Je vais vous montrer après des exemples un petit peu de planification. Donc, par exemple là, pour adapter l'intensité des séances, donc pour une fenêtre optimale, on va dire, où l'athlète se sent bien, donc de J1 à J14, c'est vraiment la première moitié du cycle qu'on a vu tout à l'heure, hein, et la fenêtre de récup, c'est la deuxième moitié. C'est vraiment simplifié pour que tout le monde comprenne, hein, mais il faut savoir que c'est vraiment adaptable à chaque athlète. Donc là, par exemple, c'est un peu chargé sur le tableau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait un entraînement linéaire sans du tout prendre en compte le cycle menstruel, on voit que donc là, ces deux colonnes-là, c'est la fenêtre optimale. Et là, c'est la fenêtre de récup. Donc, en gros, ça, c'est la première moitié du cycle. Et là, c'est la deuxième moitié du cycle. On se rend compte que on a toujours les mêmes séances, hein, et qu'on a 2 séances intenses et 2 séances modérées dans chaque semaine, etc. Le total par cycle, il est de 8 séances intenses et 8 séances modérées. Par contre, si là, on essaye d'optimiser un petit peu tout ça et de profiter de la fenêtre optimale, donc la première moitié de cycle, on va dire que là, pendant cette première, vu qu'il y a les menstruations, on reste à 2 séances intenses, 2 séances modérées. Par contre, là, pendant cette phase-là, la phase juste avant l'ovulation, là, on peut se permettre de se dire, on fait 3 séances intenses, on en fait une modérée. Par contre, au fur et à mesure et surtout en phase prémenstruelle juste avant les règles, ça peut être intéressant de diminuer l'intensité et de faire 3 séances modérées avec une séance intense. Tout ça pour dire que finalement, le séance par cycle reste inchangé, mais c'est juste de l'adaptation et de la planification qui change un peu pour essayer de potentialiser tout ça. Voilà, j'espère que c'est clair, mais au global, ça se passe comme ça. Donc là, c'est un exemple pour l'intensité des séances. On va voir maintenant un exemple pour le nombre de séances. Voilà, on garde toujours la fenêtre optimale dans la première moitié du cycle, hein, pendant la phase folliculaire, et la fenêtre de récup dans la deuxième moitié du cycle pendant la phase lutéale. Et là, pareil, hein, sur un planning du coup linéaire, on décide de faire 4 séances pendant 4 semaines, pendant tout le cycle, avec du coup un total par cycle de 16 séances. Par contre, si on essaie d'optimiser un petit peu et d'inclure le cycle là-dedans, et vu que pendant la fenêtre optimale, on a vu que les œstrogènes ils permettaient de mieux enchaîner les séances et de mieux récupérer et de prévenir les courbatures, pourquoi pas faire un petit peu plus, un nombre de séances plus importantes, en profiter là-dedans. Et derrière, par contre, pendant la fenêtre de récup, de diminuer justement pour favoriser du coup la reconstruction des fibres musculaires, etc. Mais in fine, on arrive toujours au même nombre de séances à la fin. Voilà.
C'est vraiment des idées hein, pour planifier, mais c'est assez visuel comme ça. On va voir comment adapter la partie plus renforcement musculaire, qui est importante aussi, hein. Donc, on garde toujours le même exemple, hein, avec une fenêtre optimale pour une athlète, imaginons, qui se sent très bien pendant la première moitié de son cycle, hein. Donc là, pareil, ce qu'il faut voir, c'est que bah, on pourrait très bien se cantonner à faire 2 séances similaires tout le temps, hein, avec un total, imaginons, de 8 séances par cycle. Alors que là, dans le programme un petit peu plus optimisé, eh ben, on se rend compte que pendant la moitié du cycle, on va plutôt se concentrer sur des charges plus lourdes, avec des exercices plus dynamiques, avec des sauts, des rebonds, des exercices de pliométrie. Et surtout, bah, imaginons là, dans la phase préovulatoire, faire des séances plus longues et surtout cibler les groupes musculaires prioritaires vraiment dans une idée de progression de charge. Voilà. Dans le sens où bah, s'il y a des muscles, vraiment des groupes musculaires à travailler parce qu'il y a plus de déficit, bah, c'est maintenant qu'il faudrait le faire. Il faudrait profiter de la phase alerte de l'athlète pour justement mettre l'accent dessus. À l'inverse, du coup, quand on bascule dans la deuxième moitié du cycle, on peut privilégier les groupes musculaires secondaires et pourquoi pas faire plus des choses un peu plus légères, des séances un petit peu plus avec, on va dire, du renforcement à poids de corps, sans mettre trop de charges lourdes, et puis plutôt, par exemple, privilégier tout ce qui est technique, mobilité, stabilité. Par exemple, pour les concours, hein, tout ce qui est bah, lancer, saut, où il y a vraiment ce côté technique. Voilà, pour le coup, ce serait peut-être plus intéressant de le faire dans cette deuxième moitié du cycle où on a la progestérone hein, qui agit vraiment dessus, qui agit vraiment sur l'introspection et sur la capacité bah, à être un petit peu plus alerte de tout ça. Ce serait vraiment intéressant, on va dire, d'axer du coup ces thématiques de séance à ce moment-là du cycle. Et à la fin, toujours pareil, hein, on retrouve nos 8 séances. Et pour le coup, on a optimisé, on a la récupération qui est améliorée, et puis du coup, bah, les différentes modalités qui sont travaillées, mais c'est juste vraiment on va dire, de la répartition un petit peu plus réfléchie des séances et des groupes musculaires et des thématiques d'entraînement à chaque fois. Encore une fois, c'est un autre exemple, c'est le même, hein. C'est juste le visuel qui change, hein. Donc, vous inquiétez pas. Globalement, c'est juste pour vous montrer que bah, pour un renforcement musculaire dans un cycle naturel où bah, la première phase elle est bien, bah, on peut faire de la force, de l'hypertrophie. Enfin, voilà, on peut faire vraiment des choses explosives à très très haute intensité, hein, des sauts, enfin de la pliométrie, tout ce qu'on a dit jusqu'alors. Et dans la deuxième moitié, on est plus du coup sur quelque chose enfin, plus léger, hein, à poids de corps par exemple, tout ce qui est gainage, proprioception, exercice de stabilité, voilà, tout ce qu'on a dit jusqu'alors. Et là, c'est juste après, pour vous montrer, pour un cycle naturel, là c'est écrit décalé, c'est pas vraiment décalé, c'est juste que, par exemple, une athlète qui bah, a des symptômes menstruels pendant sa période de règles, elle peut avoir un petit peu de fatigue ou elle se sent moins bien. Bah là, l'intérêt, ce serait un petit peu de décaler entre guillemets tout vers la droite et de se dire, bah pendant la phase de règles, on garde quand même une intensité où on favorise un petit peu même hein, tout ce qui est en lien avec un renforcement au niveau de la stabilité, de la proprioception. Mais par contre, juste après les règles, là, on peut basculer dans tout ce qui est force hypertrophie, intensité avec des sauts, des rebonds, des séances très très intenses, jusqu'à même la phase post-soir, où on peut aller jusqu'à 2 jours après l'ovulation sans souci. Et puis après, on bascule dans l'endurance de force. Donc ça, c'est pour un cycle menstruel naturel, hein, avec les hormones naturelles. Même exemple pour un cycle, on va dire, où bah, c'est un cycle hormonal où on a la pilule. Pareil, c'est vraiment, c'est très schématique. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de comment ça peut se faire. Mais encore une fois, bah, il faut l'adapter à chaque athlète. Même si je sais que dans les faits, c'est pas vraiment facile, mais ça peut quand même se faire dans l'entraînement et surtout en essayant de faire des groupes d'entraînement. Donc là, pareil, hein, on a globalement le même raisonnement de se dire, bah, la première moitié, du coup, vu qu'il y a des règles qui sont, on va dire, pas forcément, il y a trop de symptômes menstruels, bah, on peut se permettre de faire de l'intensité. Puis la deuxième moitié, on fait plus de la faible intensité. Donc le raisonnement est le même. Clairement, on a fini, hein. Je vais juste vous faire un petit récap sur ce qu'il faut retenir globalement de cette présentation. Donc globalement, bah, vous l'aurez compris, hein, le cycle, c'est un paramètre qui est individuel. C'est ça qui est un petit peu complexe, hein, c'est qu'il y a des variations intra-individuelles, hein. C'est-à-dire que bah,
Même une femme, hein, au cours de ces différents cycles, elle peut ne pas ressentir bah, la même intensité des symptômes. Elle peut avoir des symptômes qui divergent d'un cycle à l'autre. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours, on va dire, important d'être à l'écoute et d'essayer d'adapter au mieux chaque séance ou chaque planification et surtout de pouvoir le corriger, on va dire, en dernier moment pour que ce soit le plus optimisé possible. Attention vraiment à l'absence de règles parce que justement, c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui et ça peut vraiment avoir des conséquences sur la santé derrière. Je pense que vous l'avez compris. Donc, ne pas hésiter vraiment à orienter vers une prise en charge médicale, hein. Vraiment professionnel de santé, un médecin du sport, un gynéco spécialisé dans le sport ou pas, mais vraiment avoir un avis médical là-dessus. Briser le tabou, hein, c'est vraiment quelque chose, ça aussi, hein, on le voit enfin, dans les groupes d'entraînement, même quand j'ai fait l'intervention auprès de jeunes lycéennes, on voit que bah elles sont toutes gênées et qu'on voit que c'est encore quelque chose qui est un petit peu compliqué à mettre vraiment en avant. Alors, je dis pas qu'il faut non plus le crier sur toi, mais voilà, de briser un peu le tabou là-dessus et de normaliser un petit peu plus les échanges sur ce genre de sujet, ça pourrait faire du bien à tout le monde. Et puis, bah, bien sûr, écouter, hein, adapter, individualiser au maximum les entraînements. Je termine juste avec une petite citation que j'avais écoutée en webinaire, je crois, il me semble que j'ai bien aimé, qui dit que bah, tout entraîneur qui sait entraîner une femme sait forcément entraîner un homme, mais que bah, la réciproque n'est pas vraie. Voilà, j'avais bien aimé ça. Et puis, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci Agathe. Donc, on va peut-être passer aux questions, mais je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit sur le fait que c'était tabou. Moi, pour info, je l'ai envoyé à tous les athlètes demi-fond de mon suivi. Donc, je pense que j'en ai bien une trentaine et je pense qu'il y en a très, très peu dans cette visio aujourd'hui et pourtant, je pense que ça les concerne. J'ai envoyé Ouais. également à mes entraîneurs de ma région et donc il y en a bien sûr, mais les entraîneurs de mi-fond ne sont pas toujours les plus concernés, alors que quelque part, bon, je pense que c'est Mm. eux qui rencontrent parfois les plus grandes problématiques, en tout cas Mm. avec la dépense énergétique qui est importante, quoi. Il y avait des questions quand même dans le chat avant que certains puissent prendre. Je vous propose de peut-être que tu arrêtes ton partage parce que là on est plusieurs à être Ah oui. sur le Alors, voilà. euh, Et du ah, coup il c'est y encore- avait Amanda. Si tu veux reprendre ta question, Amanda, peut-être pour la préciser. Euh, Allô, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ok, Oui. super. En fait, ma question, c'était parce que dans les associations sportives, on a de plus en plus de femmes qui font beaucoup de running, des courses en altitude, des trails, et beaucoup de femmes passées 40 ans et plus. Et du coup, je voulais savoir comment il était aussi possible d'adapter les entraînements sur des disciplines explosives, sprint, saut, mais aussi sur des disciplines d'endurance, puisque passé cet âge-là, on rentre dans des périodes, dans des phases hormonales où on va sur potentiellement une fin de règle et peut-être se retrouver dans la même situation qu'une aménorrhée pour une adolescente. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des bonnes pratiques ou des adaptations ou des points de vigilance à avoir pour favoriser le bien-être et la santé tout en optimisant la performance? Voilà, c'est ma question. Merci. Ouais. Alors c'est une très bonne question. Je pense que je suis pas en capacité d'y répondre parce que euh, parce que justement moi je me suis vraiment formée sur bah on va dire le cœur enfin le cycle menstruel quoi finalement et la phase bah, ménopause périménopause euh, j'aurais pas enfin je préfère ne pas inventer hein, de réponse hein, d'être honnête hein. J'aurais pas les clés enfin en tout cas s'il y a des on va dire des astuces en plus de tout ce que je vous ai dit ce soir, j'aurais pas d'autres informations en plus, on va dire, à partager là-dessus, quoi. Sur, sur bah, la phase de périménopause, j'ai pas vraiment de données. Bon, c'est une formation que je veux faire, mais c'est vrai que faut le temps. Mais dans l'idée, voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit sur les phases du cycle, etc.,
on va dire que je peux proposer que ça ce soir en réponse, quoi. Désolée. Pas de souci. Merci pour l'info. Voilà. En fait, on peut déjà peut-être dire que si dans toutes les phases préalables à la ménopause, il y a eu un certain équilibre, il y a moins de danger que pour quelqu'un qui voilà, traîne ça depuis longtemps et Mm. avec des règles voilà, irrégulières ou absentes, C'est ça. et notamment pour Ça, le c'est très vrai, système hein. ouais, pour le système osseux, quoi. Ouais. Ça, c'est très Oui. vrai. Et c'est vrai que... Alors, je sais pas s'il va y avoir la question... Tac, tac, tac. Je sais pas s'il va y avoir la question. J'attends de voir. Au pire, je le dirai après. Alors, il y Alors, avait, allez-y, hein, si vous pouvez prendre le j- micro, c'est peut-être plus simple. j'ai une question, c'est Marcus de Martinique. Alors, en fait, j'ai vu dernièrement que plus de 50% des adolescentes, en fait, arrêtaient le sport par rapport, Mm. pas que l'athlétisme, hein, par rapport à leur physique, par rapport au fait que leur sein les gênait, etc. Et par rapport aux règles, est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes de filles qui vont effectivement avoir des problèmes et sur l'intensité? Est-ce qu'il y a des sondages là-dessus qui sont faits? Est-ce que la Fédé a des données là-dessus concrètes ou est-ce que, voilà, c'est vous-même? Alors, moi, je suis pas assez dans la recherche pour vous donner les statistiques sur ça. Par contre, alors je me permets, je regarde à côté, j'avais noté deux, trois statistiques là sur justement un petit peu le cycle menstruel. Et c'est vrai que bah sur le nombre de sportifs qui adaptent leur entraînement, par exemple en fonction du cycle, il y en a que 23%, quoi. Donc ça veut dire que c'est très très faible encore, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout pris en compte. Et pareil, la moitié des coureuses, donc 50% des coureuses aujourd'hui, elles se sentent pas assez informées sur l'impact de leur cycle par rapport à leur entraînement. Donc il y a aussi cette notion de sous-information et de tabou du coup qui en découle, hein, forcément. Donc voilà, après voilà, c'est les seules informations. Après, voilà, il y a beaucoup de femmes qui souffrent bah, des symptômes, qui sentent que ça diminue leur performance sportive. Mais vraiment, ce côté, on va dire, information ou sous-information, du coup, en lien avec le tabou, bah, il y a quand même, ça touche quand même bah, plus de la moitié, du moins, on va dire, des coureuses, enfin, des femmes qui font la course à pied, quoi. En fait, il se trouve que je pratique la médecine traditionnelle chinoise et souvent j'ai eu des femmes qui justement avaient des règles douloureuses. Et il y a effectivement beaucoup de pratiques ou d'adaptation de l'alimentation ou de choses Mm, comme ça pour bien sûr. pouvoir gérer Ouais, ça, quoi. Et en fait, faut diffuser l'information au maximum, quoi. ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est certain. Et puis, globalement, on va dire qu'il y a vraiment trois piliers pour que bah, on retrouve un cycle, on va dire, harmonieux, un cycle régulier. C'est vraiment bah, l'activité physique, hein, euh, la bonne hygiène de vie et puis vraiment une alimentation saine et équilibrée. Ça, c'est vraiment les trois choses qui vont permettre, mis bout à bout, de retrouver quelque chose d'un petit peu plus équilibré au niveau hormonal, quoi. Bien sûr. Une question. Que font les femmes en général par rapport, enfin, je crois ça. Que font les femmes en général par rapport aux règles douloureuses, quoi? C'est des médicaments qu'elles vont prendre ou pour calmer la Mm. douleur ou c'est surtout ce genre d'approche ou comment ça se passe? Ouais, bah moi, globalement, des athlètes et des patientes que je côtoie, il y en a beaucoup qui prennent des médicaments pour les maux de ventre. Et après, globalement, moi, c'est médicaments et bouillotte, enfin, que j'ai l'impression que les femmes utilisent le plus, quoi. Donc après, c'est pour ça que j'ai présenté d'autres, on va dire, d'autres solutions pour étoffer un petit peu le panel, hein, mais globalement, de ce que on va dire, de mon expérience, c'est les deux qui ressortent le plus. La médecine traditionnelle chinoise aussi, non? Voilà. Voilà. Et justement, il y avait cette question à un moment donné par rapport à la compétition et est-ce que tu as des conseils supplémentaires Ah ouais, pour les athlètes ouais, qui arrivent en carrément. compétition et qui sont dans une phase critique? Ouais. Ben justement, c'est ce que je voulais aborder tout à l'heure. Donc globalement, enfin, il peut y avoir deux situations qui se présentent. La première, c'est bah, l'athlète du coup qui a vraiment des symptômes invalidants, donc beaucoup de douleurs, une fatigue accrue, etc. Donc ce premier cas de figure,
Bah, clairement, c'est quelque chose qu'il faudrait régler avant les compétitions. Si on essaie de prendre en compte son cycle à l'entraînement, c'est des symptômes qu'il faut essayer de régler avant et du coup essayer bah, d'aller consulter un professionnel, essayer différentes choses. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en charge en amont parce que bah, c'est pas normal d'avoir autant de douleurs pendant les règles. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit être déjà, on va dire, pris en charge en amont. La deuxième situation, c'est de se dire, ok, bah j'ai pas forcément de symptômes menstruels, je me sens pas vraiment handicapée physiquement, mais par contre, bah la compétition, elle va arriver pendant ma fenêtre de récup, quoi. Et donc bah ça m'embête. Bah oui, non, parce que finalement, il faut savoir que bah cette fenêtre de récup, c'est pas une fenêtre de faiblesse pour autant, mais c'est une fenêtre physiologique et que bah si vous avez pris soin pendant toute la préparation de prendre en compte le cycle et d'adapter les entraînements aux différentes phases du cycle, et ben votre corps au moment de la compète, même si il est dans sa phase de récup, il sera quand même apte à performer, à s'adapter. C'est un peu comme le rythme jour et nuit, si vous voulez. Vous êtes toujours habitué à vous entraîner le jour, mais si vous faites une compétition et que le meeting il est à 23 heures, bah, vous serez quand même apte à performer à 23 heures et même à faire votre corps. C'est un petit peu ça, c'est juste de se dire que bah c'est pas forcément une fenêtre de faiblesse et c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est plus essayer de se dire que bah si on l'a pris en compte en amont et que le corps il a été préparé en amont à tout ça, votre corps il saura s'en sortir le jour J, même s'il n'est pas dans la phase, on va dire, optimale pour performer. Et c'est même Voilà. Je sais important pas si c'est clair. de faire passer le message pour Ouais. pas que psychologiquement, une Mm, athlète se dise, ah ben non, là, je suis dans la phase où je suis fatiguée, enfin, où théoriquement, je vais être fatiguée, donc je vais pas performer, quoi. Il faut mm, aussi bien faire passer le message qu'il est possible, c'est ça, de faire des performances même dans cette période-là. bien sûr. Ouais. Et puis en fait, historiquement, hein, toutes les femmes ont performé dans toutes leurs phases du cycle. Et il y avait un exemple, je sais plus, ça devait être Paula Radcliffe quand elle a fait son record au marathon avec une autre athlète kenyane, je sais plus, j'avais vu un différentiel où bah il y en a une qui était dans son premier jour de règle et qui a vraiment performé, et l'autre qui était dans son premier jour de règle mais qui a pas du tout performé. Enfin, tout ça pour dire qu'on peut performer dans n'importe quelle phase du cycle, à condition que bah en amont quand même, on se soit préparé convenablement, quoi. Alors, je vais reprendre un peu dans l'ordre, comme ça vous pouvez intervenir. Donc, Alice, qui avait, j'espère être remontée suffisamment haut, mais tu demandais comment détecter les premiers symptômes du REDS chez une femme sous pilule. Bah, c'est compliqué du coup. Parce que si on a une pilule ostroprogestative, du coup, on a les règles, c'est des fausses règles en fait. C'est pas des vraies menstruations. Donc, on va dire que là, on va plus tomber dans, encore une fois, les blessures, hein. La fatigue chronique, les blessures, la diminution toutes les autres conséquences, quoi. La diminution de la réponse à l'entraînement, une diminution des performances globales, hein, tout ce qui est en force, une diminution des chronos, une difficulté à récupérer. On retombe un petit peu dans tout ça, dans ces signes cliniques-là, quoi. Mhm. Alors après, les prémices, bah, c'est compliqué parce que c'est tellement quelque chose qui est sous-jacent et qui se fait au long cours que bah, quand ça sort, enfin, quand ça éclot, entre guillemets, c'est que ça faisait déjà un moment que c'était sous-jacent, quoi. Ouais, d'où l'intérêt d'en parler de plus en plus, quoi, autour de. Voilà, c'est ça. Alors, Catherine, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et puis poser ta question par rapport aux jeunes, qui est assez intéressante, si Catherine est encore là. Alors, je relais Alors sa après, ouais, question quand même. C'était donc pour des populations jeunes, hein, minimes cadettes, sans compter donc entre tabou et gêne, sans compter la peur du ouais, jugement. Comment tu conseilles ouais. d'approcher ce sujet? Dans le sens, est-ce qu'on rencontre chaque athlète donc individuellement Ouais. ou est-ce qu'on fait une première approche en groupe, ensuite une proposition individuelle? Et est-ce que Mm. tu as des ressources imagées pour adapter un petit peu à un public plus jeune? Alors, je pense que la proposition est bonne, en fait, de faire les deux.
de déjà aborder ça de façon un petit peu entre guillemets grossière, on va dire en groupe. Et pareil, après, ça dépend de la taille du groupe aussi, hein, mais et après de faire, on va dire, je sais pas moi, avec mon entraîneur, je sais qu'on faisait ça, on faisait un petit peu un bilan à chaque fois au début de la saison pour voir un petit peu les objectifs, s'il y avait des blessures, etc. Et ben, s'il y a un bilan qui est fait au début de saison, pourquoi pas intégrer ce volet un petit peu cycle menstruel et commencer à sensibiliser les athlètes dessus. L'idée de faire comment dire, l'idée de faire l'intervention en groupe en amont, ça permet de déjà on va dire, mâcher un peu le travail sur la prévention primaire, etc. En disant un petit peu tout ce que j'ai dit, mais de façon un peu plus, on va dire, raccourcie. Puis après, derrière, c'est de vraiment essayer d'individualiser un petit peu à chaque fois, sur chaque entretien avec chaque athlète, d'essayer de commencer à identifier, à comprendre un petit peu comment chaque athlète fonctionne avec ses ressentis, etc. Mais après, chez des jeunes, c'est sûr que faire les deux, ça permet d'avoir deux points de vue différents. Après, j'ai pas l'expérience pour dire comment ça fonctionne, parce que malheureusement, j'ai pas trop de retour là-dessus. Même si je sais que il y a un coach là du club Patrick Manger qui l'avait déjà intégré sur Nolio, qui disait à ses athlètes de mettre Ouais. leurs règles sur Nolio. Donc voilà, après ça peut déjà se faire comme ça. C'est clair que Mm. pour éviter la gêne au long cours, on va dire, c'est bien d'aborder ça en début de saison et ensuite Bien d'avoir sûr, ouais. un espèce de code. Et effectivement, Nolio, Ouais. quand les entraîneurs l'utilisent, cette application, ils n'ont pas à redemander chaque fois aux athlètes. Les athlètes renseignent les informations Mm. qui sont nécessaires à l'entraîneur et ça permet à l'entraîneur de s'adapter, quoi. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette forme de bienveillance et puis de discrétion qui va mettre l'athlète plus facilement à l'aise, surtout quand on est avec des adolescentes, quoi. Ouais. Non, non, mais c'est très vrai, c'est ça. Il y avait une question de Caroline qui t'interrogeait sur, enfin, qui avait l'impression que, en fait, il valait mieux rester sur un cycle naturel que prendre une pilule. C'est Ah clair bah que ça après ça, c'est hein. bah non non, c'est juste que pour présenter en fait le webinaire, c'est le plus simple, on va dire, et que c'est surtout des adaptations qui prévalent pour un cycle naturel. Après, si vous êtes sous pilule ou sous n'importe quel autre moyen de contraception, ça vaut quand même le coup de jouer le jeu, hein, et de prendre son calendrier, de noter ses symptômes, de noter la durée de ses règles, de voir un petit peu comment on se sent dans quelle phase du cycle, d'essayer d'adapter à ça, hein. Enfin, le raisonnement globalement est le même. C'est juste que dans la présentation, on prend un cycle naturel pour présenter ça, quoi. Mais non, c'est pas mieux, hein. Enfin, je suis pas du tout, je donne même pas mon avis là-dessus, quoi. On va dire que chaque femme fait comme elle veut, elle est libre de changer, on va dire, à n'importe quel moment de sa vie, tout moyen contraceptif. Donc non, non, c'est pas forcément mieux, hein. Faut que chacune trouve son compte et que, encore une fois, hein, un moyen de contraception qui est pas forcément adapté à la personne, derrière, ça peut faire des symptômes menstruels trop intenses et donc du coup, c'est pas normal, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok. Pierre, est-ce que tu veux ouvrir ton micro peut-être puisque ta réflexion et tes questions étaient peut-être un petit peu longues, si c'est possible? Mhm. Non? Il y avait une question de Serge, hein. Pour une Oui. athlète qui a une date de compétition prioritaire, est-il possible? Oui, Ah, c'est pardon. bon pour Pierre? Oui. Allez, vas-y. Donc, nous, là, on est dans le cadre avec stage régional demi-fond à partir du 18. Euh, Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut avoir Ah un- oui, une espèce de des tableaux. diapositive assez très simple, hein, ça serait 4 diapos avec l'exemple d'un cycle naturel et d'un cycle Ouais. provoqué. Et à la fois sur la partie énergétique, là, donc, comme tu disais, là, entre J5 et J16, sur augmentation de l'intensité, augmentation de grosses séances et tout ce qui est Mm. extérieur, c'est séances d'endurance fondamentale, volume, etc. Et la même chose sur la muscu, parce qu'en fait, si on a quelque chose de très synthétique, on peut Mm. maintenant aujourd'hui les mettre soit dans des plans d'entraînement en ligne, soit les envoyer par mailing sous forme de newsletter
à tout le monde, c'est-à-dire aux athlètes, aux parents, mais également à des athlètes loisirs à grande échelle. Et en fait, rien que le fait d'avoir ça, ça permet de, en fait, après, ils vont en discuter entre eux. Déjà, il y a une première partie, avant de s'adresser directement aux athlètes, d'avoir quelque chose de indirect comme ça euh, qui est envoyé sans aborder le Mhm. sujet frontalement. C'est déjà un premier pas. Et autre chose, c'est qu'au niveau des très jeunes qui n'ont pas encore leurs règles, moi je faisais une réunion avec les U14, ça peut être bien quoi, d'avoir ça, même avant qu'elles aient eu leur Ouais, temps, bien sûr. etc. Et au moins comme ça, dès Mhm. le début, quand elles commencent à apprendre à s'entraîner, qu'est-ce que c'est de faire de l'endurance fondamentale, etc. Bah déjà, elles ont cette notion un petit peu, même si elles ne peuvent pas être expertes dès le départ, mais elles ont des bases là-dessus et ça devient plus tabou en fait pour ces générations-là parce que s'ils l'ont vu dès le départ, en général, ça passe bien avec eux, c'est plus facile en tout cas. Ouais, bah, carrément, hein, après, du coup, vous voudriez avoir Bah, une non, espèce de synthèse. Pardon? ouais, juste les deux tableaux qui expliquent en gros les phases où c'est intéressant de s'entraîner entre Ouais, guillemets ok. dur intensivement et les phases Ouais. quelque chose de très Mhm. très simple quoi. Vraiment un truc qui est en voilà qui tient Mhm. 3 slides juste pour pas les compliquer quoi. Ok. Bah, je peux essayer de faire ça pour synthétiser. Alors après, c'est vrai que euh, j'essaierai de le faire quand j'aurai le temps. Et puis à la rigueur, je l'enverrai à Laurence. Et puis Ouais, Laurence, super. si tu peux le partager. Après, je veux pas, comment dire, je veux pas. C'est c'est une ouverture d'esprit, on va dire. Et je veux pas apporter une vision trop réductrice. Je sais pas si vous voyez Oui. ce que je veux dire, dans le sens où, encore une fois, il faut l'adapter et que ça peut évoluer. Mais on va dire que ça vous donne ça donne une ligne directrice, quoi. Après, à vous de l'adapter vraiment, on va dire un peu au jour le jour. Mais je comprends tout Exactement. à fait l'idée, hein, d'avoir une synthèse et de savoir un petit peu, on va dire, les thématiques dans différentes phases. Dans l'idée, ça peut carrément se faire. Mais je reprendrai les tableaux que j'avais mis, que j'ai tirés du livre là qui vient de sortir. Et puis j'essaierai de faire quelque chose de synthétique, à peu près clair. Ben, Voilà. ça peut être ça, c'est-à-dire juste les trois slides et en dessous de préciser, attention, toutes les femmes sont différentes, tous les cycles sont Mm. différents. Voilà, Ouais, ouais, bien sûr. juste quelque chose pour dire que c'est pas Mm. comment Une dire, norme. c'est pas un dogme, mais Oui. c'est Ben, Oui, puis c'est pas un plan à suivre à la lettre, non plus. Donc voilà. Mais je comprends l'idée et enfin c'est très bien. C'est vrai que on va dire que enfin si on faisait ça dans tous les clubs de France, bah, à mon avis, ce serait top, quoi. Ça, enfin, moi, je vois surtout ce webinaire comme une ouverture d'esprit aussi sur ce sujet, hein. Je veux pas non plus révolutionner la façon d'entraîner du jour au lendemain. Je sais que c'est pas possible, mais voilà, se rendre compte que bah, juste poser la question de comment tu te sens tous les jours à l'entraînement, bah, ça indique déjà dans quelle phase du cycle on se trouve et qu'il y a quand même des choses simples à mettre en place, par exemple dès demain, sans que ce soit non plus trop complexe. Même si je suis bien d'accord, bah c'est ça qui est compliqué, c'est que ça varie tout le temps, en fait. bon, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit parler d'une vision réductrice ou dogmatique que tu mettrais, mais c'est déjà bien mieux que ce qu'il y a à l'heure actuelle, en fait. C'est même si Oui, tu oui, mettais un truc réducteur pour ça, ce serait déjà bien mieux qu'à maintenant, il n'y ouais. a rien où les gens sont. Enfin bon, Mm. voilà. Ouais, Et ouais, la non, mais c'est révolution, vrai. elle est en marche, mais ça prend du temps, effectivement, et puis ça peut accélérer d'un coup. Ouais, c'est vrai. Et comme disaient pas mal de personnes dans la discussion, c'est vrai que pour l'instant, dans les formations d'entraîneurs, ben, c'est quelque chose qui n'apparaît pas encore. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes déjà dans les formateurs, hein, l'équipe des formateurs, donc des formatrices un peu plus Mm. à l'aise, on va dire, pour parler de ça, parce que c'est aussi pas évident quand on est un homme d'aborder ce type de sujet avec sans expérience, on va dire. Mais oui, oui, c'est des choses que vous pouvez un petit peu inciter dans vos ligues aussi, surtout ceux qui sont peut-être dans des équipes techniques, dans les stages. Moi, je sais que sur mes stages, bon, bah, j'ai un peu plus de facilité justement parce que je suis une femme, mais c'est vraiment des sujets que j'essaye aussi d'aborder, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, que ce soit là, je vais commencer maintenant, j'ai pas encore fait ce type d'intervention, mais je vais le faire sur le stage de Pâques. C'est pas des choses très
très longue hein, qu'il faut faire, mais il faut un peu voilà, ouvrir un peu le sujet et puis surtout partir du fait qu'à haut niveau maintenant, bah, les entraîneurs s'en accaparent un peu plus et que peut-être en partant de l'exemple justement du haut niveau et de ces exigences de détail plus détail, hein, ça fait partie d'un des détails importants et que même si on le règle pas au tout début de sa carrière, on a quand même, si on est sensibilisé, on va peut-être ben, chercher des outils, chercher des personnes qui vont aussi, comme tu le disais Marcus, avoir peut-être dans des médecines alternatives des choses qui vont un petit peu agir sur les douleurs et me permettre de mieux gérer. La préparation mentale peut aussi intégrer ce paramètre-là hein, pour pouvoir encore mieux gérer psychologiquement, puisqu'on sait qu'il y a des répercussions psychologiques aussi avec des changements au cours du cycle. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça. Et puis ben du coup, il faut que ça fasse toile d'araignée entre ce que Agathe a pu aborder et puis ce que vous pouvez relayer chacun à votre niveau pour C'est que ça. petit à petit le sujet soit un petit peu voilà plus naturel, on va dire. Mm. J'ai juste vu dans les commentaires qu'il y avait une personne, là, Florence, qui demandait que je n'ai, enfin, si je venais de parler d'un livre, alors oui, j'ai mis la source en commentaire. C'est un livre qui est sorti il y a très très peu et je m'en suis servi là le week-end dernier pour compléter justement ma présentation avec notamment les tableaux qui du coup, bah, à mon avis, ce que le monsieur, alors j'ai mangé son prénom, Pierre Urruti me demandait juste avant. Donc ça doit être ces tableaux-là. Donc voilà, et globalement, si vous achetez ce livre-là, si vous achetez ça, vous êtes plutôt pas mal, hein. Parce que clairement, ça On voit synthétise, mal. je sais pas si on voit. Voilà, mais ça synthétise un petit peu tout ce que j'ai dit, quoi. Voilà. Donc, donc Juliana ça permet Antero. d'avoir un outil. C'est ça, un Ouais, votre cycle menstruel mérite d'être écouté de Juliana Antero. c'est ça. Voilà. Et c'est J'ai vrai que aucun conflit d'intérêt, mais c'est tellement un très bon travail qu'elle fait que puis j'ai fait des formations, une formation avec elle, donc et puis vous si vous regardez toutes mes sources hein, de mon diapo, c'est ça, donc voilà, c'est une petite source pour ceux que ça intéresse. J'essaierai de mon côté de faire une synthèse un petit peu de ce qu'elle a mis dans le livre et puis que ce soit un petit peu accessible à tous. Voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions encore parmi vous? Alors c'est vrai que ça ouvre sur plein de choses. Hein, Oui, l'incontinence à revenir. Enfin, après, ouais. oui, oui, non, enfin, je suis tout à fait d'accord, hein, mais encore une fois, là, j'ai pas les billes pour répondre à tout ça, mais je suis Mais d'accord c'est que, vrai que c'est un autre sujet au féminin, on va dire, mais qui peut aussi, enfin, ce sujet de l'incontinence, il est peut-être pas se manifeste pas peut-être de la même manière euh, chez l'homme, mais en tout cas provient d'une faiblesse du périnée, et cette faiblesse du périnée, elle peut être aussi renforcée chez les hommes, et le périnée, le transverse, tout ça renvoie en fait au type ben, d'abdos aussi qu'on va faire. Et donc là, je vous renvoie sur des formations quand même qui sont proposées par la fédération, notamment, même si maintenant on va peut-être changer de formule encore en formation et qu'on va plus travailler en module, mais il y avait le module gainage, placement, posture qui était un module qui théoriquement était axé sur ce sujet-là. Et donc, oui, quand vous entraînez un sport de choc comme l'athlétisme, il faut absolument qu'entraîneur, vous formiez quand même à toutes ces problématiques pour pas aller à l'envers de ce que vous voulez. Hein. On parle des incontinences urinaires, par exemple. Si une athlète veut retenir, forcément, elle va se crisper, elle va essayer de par tous les moyens de retenir. Donc, du coup, tout le travail de relâchement que vous cherchez par ailleurs, il va être complètement annihilé, ou en tout cas, il va pas être dans le sens où vous le voulez. Et vous pouvez ne rien comprendre à l'extérieur et simplement la cause peut venir de là, quoi. mm, Donc, c'est vrai que incontinence, trouble du comportement alimentaire, là encore, hein, je vous invite vraiment à être attentif parce qu'il y a des choses qui se voient et il y a des choses qui ne se voient pas. Quelqu'un qui mange de moins en moins, je dirais que c'est peut-être un symptôme visible, mais quelqu'un qui mange, qui se fait vomir ou qui trouve d'autres paramètres
ça va pas forcément se voir, pas forcément être visible même sur un IMC, et c'est tout aussi dangereux pour l'athlète, quoi. Et rien ne vaut la santé, même les meilleures médailles du monde, quoi. C'est vrai. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore des questions sur l'incontinence? Donc, on a vu. Non, non, je pense qu'on est pas mal, hein. Je posais une question sur l'aménorrhée et est-ce qu'il y a forcément un déficit d'œstrogène? Parce que j'ai une athlète qui est en aménorrhée depuis pas mal de temps, mais elle a fait des analyses et apparemment, sur ces analyses, les œstrogènes étaient bons. Ok. Alors après, là, je suis pas experte, hein. On parle dans de la biologie aussi là-dessus. Euh, il me semble qu'on peut avoir aussi une insuffisance lutéale. Enfin, je sais plus, je saurais plus exactement, mais ça peut, on va dire que le déficit d'œstrogène peut être une cause d'aménorrhée. Après, il peut y avoir d'autres choses aussi, mais euh, le déficit d'œstrogène, il s'explique par le fait que bah, derrière, ça déclenche pas l'ovulation et donc du coup le cycle est retardé et il n'y a jamais d'ovulation et il n'y a jamais de cycle. C'est comme ça que je l'explique. Après, il doit sûrement y avoir d'autres causes, mais je les connais pas, hein. Je préfère encore une fois pas dire de bêtises. Je les connais pas, puis visiblement, du coup, c'est votre athlète, elle a fait des analyses et qu'elle n'a pas de déficit d'œstrogène. Après, ça peut être des pathologies sous-jacentes, hein. Mm. Par exemple, Parce par que un du coup, SOPK, il y a un pas syndrome de- des ovaires polykystiques, pardon, polykystiques, bah, on a une aménorrhée, mais c'est parce que aussi on a une hyperandrogénie par exemple, on a d'autres facteurs, on va dire cliniques, biologiques, qui rentrent en compte. Il peut y avoir vraiment une pathologie sous-jacente du coup. Euh, Et du coup, quand on parle de fragilité osseuse, c'est plus lié au manque d'oestrogène que à l'aménorrhée, ouais. en fait. Donc Ah, là, il y a le manque l'oestrogène, il n'y a pas de fragilité osseuse. Enfin, pardon? si les oestrogènes sont bons, il n'y a pas ce risque de fragilité osseuse ou de blessure, en Bah, fait. moindre. Du coup, les oestrogènes, ils soutiennent, ouais, la santé osseuse et vasculaire. Mhm. Ok, Mais merci. encore une fois, hein, ouais, ouais. Voilà, encore une fois, ça dépend. L'aménorrhée, je vous dis, ça peut être lié à des pathologies. Là, je pense au syndrome des ovaires polykystiques parce qu'on peut avoir une aménorrhée aussi ou avoir des cycles totalement irréguliers anovulatoires, mais derrière, il y a des conséquences autres, quoi. Bon, après, elle va consulter un endocrinologue, donc on verra bien. Ouais, Donc, c'est je pense ça. qu'il faut quand même bien faire suivre, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Enfin, encore une fois, moi, je suis pas médecin, je suis pas du tout pro là-dessus. J'essaie juste de transmettre et de d'ouvrir un petit peu les esprits sur ça, mais ouais, c'est mieux d'avoir un avis médical, quoi. Ok, merci. Voilà. Il y a Viviane qui avait une question, peut-être si tu peux ouvrir ton micro, Viviane. Ah oui, j'ai lu. Qu'en est-il des athlètes qui prennent la pilule en continu? Et ben du coup, une pilule continue, il y a pas il y a pas ces fluctuations hormonales en fait. On est sur quelque chose de stable, il y a pas d'ovulation. Donc finalement, le cycle menstruel, c'est un paramètre qui sera pas vraiment à prendre en compte et il faut se baser sur d'autres paramètres, quoi. Parce que du coup, il y a moins de fluctuations, donc potentiellement moins on va dire enfin, même il n'y a pas de symptômes ou de choses en lien avec le cycle. Voilà. Ok. Combien de fois par an faut-il tester son fer? Ah, on bascule sur d'autres sujets là. Euh, Ouais, je suis pas médecin, franchement. Généralement, on dit au moins s'il n'y a pas de souci avéré en début de saison déjà pour avoir une Ouais, idée, pour que chacun puisse se faire aussi, puisque le fer, le taux de fer et de ferritine surtout, hein, c'est les réserves en fer, ferritine, hein, bien sûr. sont propres aussi à chacun. Certains peuvent bien fonctionner avec des taux encore relativement bas, alors que d'autres, Ouais. ce serait, voilà, donc ça Alors, reste ouais, un paramètre ouais. individuel. Et puis La après, norme, enfin, enfin, j'avais eu un écho d'un médecin qui m'avait dit que la norme était en fait, fallait avoir le taux de ferritine égal à son âge.
Voilà. Dans les minimums qu'il faut avoir, quoi. Donc, si vous avez 25 ans, bah, il faudra avoir minimum 25 de ferritine, quoi. Voilà. Alors que sur les prises de sang, par exemple, les normes pour les filles, enfin, ou même pour les gars, je crois que c'est les mêmes normes pour la ferritine. Ça doit être la norme basse, elle doit être vers En 15, dessous de 20, comme ça. ouais. C'est un peu différent, Je je ne crois sais que plus les garçons. exactement. Mm. Mais voilà, donc si vous, je sais pas, vous avez 25 ans, mais que vous avez 17 de ferritine, bah, sur le papier, enfin, dans les normes de labo, ça doit être bon, mais bon, bah, le médecin que j'avais vu m'avait dit en l'occurrence que bah, il faudrait minimum avoir son âge, quoi. Il faudrait minimum, du coup, avoir 25. Voilà la seule On info est, que on j'ai. est mal barrés, nous. Hein, Caroline? Ouais, alors après, je sais pas jusqu'à. Bon, en tout cas, c'est vrai que pour revenir à la question, à minima, je pense en début de saison, ce serait bien que l'athlète puisse faire un test pour savoir où en est sa ferritine. Et moi, je trouve que quand on a un cycle hivernal de travail, c'est bien de le faire en décembre, début janvier, pour pouvoir rectifier le tir si jamais on a des échéances en mars, par exemple, avec le championnat de France de cross, et qui n'est pas une découverte 15 jours avant que l'athlète a une carence, et c'est long pour remonter. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de soucis 2 fois par an, s'il y a des soucis, ben, un petit peu plus souvent, quoi. Et là encore, c'est lié souvent avec l'alimentation, hein. C'est vrai que ça demande une alimentation souvent carnée, que les jeunes filles n'ont pas l'habitude ou pas envie forcément. Euh, Là, on dérive un peu sur le sujet. Et je suis pas médecin non plus. Ouais, voilà, après, encore une fois, vaut mieux avoir un avis d'un professionnel. Après, hein, c'est enfin, un professionnel qui soit un petit peu formé aussi dans le sport et qui soit aussi sensibilisé sur le sujet, hein, parce que c'est vrai qu'on peut vite bah, ne pas, enfin, passer à côté de choses notables, quoi. Tout à fait. Ok. Bon, en tout cas, Agathe, merci beaucoup pour ton intervention. Merci Bah, avec pour plaisir. ce que tu as allumé un peu comme bougie dans cette soirée. On s'excuse un peu pour le démarrage, mais bon, j'espère Ouais, je suis que désolée. le Non, mais reste, c'est complètement de ma faute. le Je suis reste va vraiment suivre. navrée de vous avoir fait Non, non, mais patienter. Mais bon, t'inquiète pas. Et voilà. bah, Merci du à coup, tous. merci beaucoup et puis bonne continuation à toi, bonne continuation à vous tous. Passez un bon été, bonne chance dans vos activités respectives. Et puis oui, on vous enverra, je pense, le compte rendu et vous aurez un petit support quand même pour revenir sur ça. Et comme je vous le disais, essayez d'en parler un peu autour de vous et de faire que toutes les petites graines que vous pouvez semer ben, puissent sur ce sujet, en tout cas, le faire avancer plus rapidement. Merci à vous et bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous. Merci, merci. Bonne Merci, bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci beaucoup.